Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence ici ce matin. Merci beaucoup à François Héran pour l'invitation. J'ai proposé un titre probablement beaucoup trop ambitieux. Je ne suis pas juriste et je crains que ça s'entende très vite, mais je m'intéresse depuis longtemps, à la fois sur le plan professionnel, puisque j'ai travaillé pour l'UNESCO à Paris, et aussi sur le plan de mes centres d'intérêt en termes de recherche. Je m'intéresse depuis longtemps à ce que peuvent ou pourraient faire les organisations internationales, le système des Nations Unies notamment, dans le domaine des politiques migratoires. On sait que c'est un sujet difficile. En général, les États tendent à considérer que l'admission, le traitement, le séjour des étrangers, ça relève de leur souveraineté, ça ne relève évidemment pas de l'ONU ou d'une autre autorité de nature intergouvernementale, voire supranationale. Donc effectivement, pour l'ONU, c'est toujours difficile, et on va voir ça plus en détail, de parler de migration. Mais il y a 2-3 angles d'attaque que parfois l'ONU peut employer. Et un de ces angles d'attaque, c'est précisément les droits de l'homme, les droits humains, les droits fondamentaux, puisqu'évidemment l'ONU est construite sur ce principe-là, et puisque, évidemment, en principe, et c'est là le début le point de départ de mon intervention ce matin, les droits de l'homme, par définition, devraient s'appliquer à tout le monde. C'est le sens du concept même de déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, je vais essayer d'organiser mon propos de la façon suivante. On va peut-être commencer de façon très simple par regarder ce que dit la Déclaration universelle des droits de l'homme, ou ce qu'elle ne dit pas, surtout à propos des migrants, des migrations, des étrangers, des citoyens. Et ensuite, je vais regarder plus en détail ce qu'on appelle le droit international des droits de l'homme, c'est-à-dire la manière dont l'ONU et ses différentes agences, notamment l'Organisation internationale du travail d'abord, puis ensuite le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ont élaboré en termes de normes, en termes de standards juridiques, ce qu'elles ont proposé pour protéger les droits des migrants et des travailleurs migrants. Et puis, je regarderai les développements récents, notamment, j'insisterai sur le fait que de nombreux traités plus récents, comme par exemple le pacte de Marrakech, avec lequel je conclurai, dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler, une manière beaucoup plus, disons, soft, pourrait-on dire, d'aborder la question des droits fondamentaux des migrants. Voilà. Donc peut-être pour commencer, alors je m'excuse par avance parce que j'ai une présentation un petit peu double. J'ai un PowerPoint, mais j'ai aussi quelques pages web qui me paraissent utiles de vous montrer. Et donc je jonglerai un petit peu entre les deux, ce qui risque d'être un petit peu mal commode. Mais enfin, je pense quand même que parfois sur certaines choses, voir la page web originale du document est plus intéressante que de voir mon PowerPoint. Peut-être le point de départ de mon exposé, c'est justement cette tension assez évidente entre la notion de droit universel, droit de l'homme d'une part, et l'application de ces droits aux étrangers. Il suffit malheureusement de suivre l'actualité des migrations pour se rendre compte qu'il y a toute une série de droits fondamentaux qui paraissent souvent niés lorsqu'il s'agit de migrants. Ces jours-ci, par exemple, dans la presse, on parle de ces migrants dans la Manche qui avaient appelé les sauveteurs et qui, selon certaines sources, n'auraient pas reçu les secours qu'ils avaient pourtant réclamés. Donc là, il me semble qu'on parle d'un droit fondamental, le droit à la vie, qui, en tout cas, dans une certaine catégorie de situation ou de population, pourrait ne pas être respecté. On peut aussi mentionner, bien sûr, tout ce qui relève, en général, ce qu'on appelle ça la traite des personnes, le trafic des personnes. On parle parfois d'esclavage moderne pour désigner des situations dans lesquelles les individus sont de manière pieds et mains liés à des passeurs, à des exploitants, à des employeurs peu scrupuleux. Là aussi, évidemment, il est assez facile, même sans être juriste, de voir que de nombreux droits fondamentaux sont bafoués. Et puis, d'une façon plus générale, la question du travail des migrants, et en particulier des migrants en situation irrégulière, là aussi soulève un grand nombre de points fondamentaux, plus spécifiques aux droits du travail, mais qui relèvent aussi des droits fondamentaux. Donc il est assez aisé d'établir une espèce de constat un peu sombre, un peu pessimiste, qu'on aura peut-être l'occasion de nuancer, mais quand même un petit peu sombre et pessimiste, de l'accès aux droits des migrants. Et donc, de ce point de vue-là, la question peut-être plus optimiste qu'on peut se poser, c'est, dans un contexte comme celui-ci, de quelle utilité pourrait être, de quelle utilité est la Déclaration universelle des droits de l'homme et les droits fondamentaux qui est reconnus pour, en principe, l'ensemble des êtres humains. Donc ici, la Déclaration universelle des droits de l'homme est ici, c'est extrêmement facile de la trouver sur Internet, vous la connaissez sans doute toutes et tous. On a quelques articles fondamentaux qu'on peut très brièvement citer, on ne va pas entrer dans les détails, mais l'article 2,
établi de façon très basique, de façon très simple, l'universalité de ces droits, mentionnant les questions de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique, de toute autre opinion d'origine nationale. Alors peut-être le terme d'origine nationale est intéressant ici. En principe, effectivement, même s'il y a une certaine ambiguïté, on ne mentionne pas spécifiquement la question du statut de l'étranger ou du migrant versus le statut du national ou du citoyen. Il est assez clair que ces droits s'étendent à tout le monde. Donc, on ne va pas lister tous les droits, mais il y a quelques points absolument évidents. L'article 14, ici, est au fondement du droit d'asile, bien évidemment. Je ne vais pas revenir dans les détails. Ensuite, on a l'article 16, qui est absolument fondamental, qui établit le droit à la vie de famille. C'est un droit absolument fondamental, puisqu'il fonde le droit au regroupement familial. Mais là, déjà, on observe tout de suite un petit problème, pourrait-on dire, puisque bien évidemment le droit au regroupement familial en général ne s'applique qu'aux migrants en situation régulière, en situation légale. Il y a toute une série de catégories de migrants, à commencer par les sans-papiers qui n'ont pas accès à ce droit. Donc on mesure tout de suite la difficulté. D'un côté, tout le monde a droit à la vie de famille. De l'autre, en fonction de votre statut juridique dans le pays où vous résidez, il est tout à fait possible que, de façon légale et en général assez incontestée, on vous refuse le droit au regroupement familial. L'idée implicite étant d'une certaine manière que si vous souhaitez jouir de votre droit à la vie de famille, vous n'avez qu'à rentrer chez vous d'une certaine manière. Là, votre famille vous attend et vous aurez accès donc à votre droit à la vie de famille. Donc on voit bien effectivement tout de suite, même sur un droit aussi simple et aussi fondamental, une des ambiguïtés de cette déclaration et de ces différents articles. Certains droits semblent d'une certaine manière s'appliquer aux individus dans la mesure où ils restent chez eux. S'ils quittent leur pays, alors effectivement l'accès à ce droit, et on l'a vu en détail dans le cadre de l'Union européenne, mais de façon plus générale, de façon plus fondamentale, l'accès à ce droit dépend du statut de la personne dans le pays qui n'est pas le sien. Donc effectivement, on voit tout de suite ici une tension assez évidente entre d'un côté le droit fondamental, universel, qui devrait s'appliquer à tout le monde, et de l'autre, le principe de souveraineté, bien évidemment, la souveraineté de l'État, qui octroie ou pas un statut à l'étranger, et qui, en fonction de ce statut, lui octroie ou pas la jouissance de certains droits, comme par exemple le droit à la vie de famille. On pourrait aussi, de façon peut-être un petit peu plus spéculative, mais réfléchir à l'importance totalement, disons, implicite de l'immigration, notamment de l'immigration de travail dans certains autres articles, comme l'article 23 par exemple. L'article 23, comme vous le voyez, postule un droit au travail, au libre choix de son travail. Là aussi, il y a une tension assez évidente. Il est clair qu'au sein d'un État, un citoyen a le droit au libre choix de son travail, mais si on considère qu'un État, d'une certaine manière, d'une perspective un peu d'économie monde ou d'économie mondialisée, est d'une certaine manière un élément dans un tout plus vaste, qui est une espèce de marché globalisé, de ce point de vue-là, il est possible que l'accès à certains emplois suppose de quitter son pays. Il y a une forme de segmentation globale de l'économie mondiale qui fait que certains emplois sont surreprésentés dans certains pays et d'autres emplois, par exemple moins qualifiés, sont surreprésentés dans d'autres pays. De ce point de vue-là, si on part du principe qu'il y a une espèce de marché global, un marché de l'emploi global, le libre choix de son travail, de son emploi, pourrait impliquer, si on l'interprète de cette manière-là, une forme de mobilité nécessaire. Idem avec l'article 25, qui lui fait écho directement à ce qu'on a entendu tout à l'heure, à savoir le droit à la santé notamment. Et là aussi, c'est un droit très complexe à mettre en œuvre et qui existe pour le coup, qui justifie par exemple le fait que certaines personnes puissent être protégées au titre de leurs problèmes de santé si ils ne peuvent pas être soignés correctement dans leur pays d'origine. Donc on voit effectivement que la situation des migrants, elle est partout et nulle part. Elle n'est jamais explicite lorsqu'on lit la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais en même temps, à chaque fois, on se dit, pour avoir accès à ce droit, est-ce qu'il ne faudrait quand même pas bouger ? Donc ça crée une tension un petit peu inévitable. Et cette tension, peut-être, est particulièrement claire dans un article sur lequel je vais peut-être passer un tout petit peu plus de temps, qui est l'article 13, qui est le seul article qui, de façon tout à fait explicite, pose un certain nombre de droits en termes de mobilité humaine. Comme vous pouvez le constater, l'article 13.1 postule que vous avez le droit de circuler librement dans l'État où vous résidez, à l'intérieur des frontières, donc ça c'est une forme de mobilité interne qui est un droit. Et l'article 13.2, qui est peut-être le plus épineux, postule que vous avez le droit de quitter tout pays, y compris le vôtre. Donc où que vous habitiez, que vous soyez un migrant dans un pays étranger pour vous, ou que vous soyez un citoyen dans votre propre pays, vous avez donc un droit de sortie, un droit fondamental à quitter votre pays. Alors évidemment,
c'est précieux, c'est fondamental, mais on peut se poser une question logique et immédiate. Sortir de son pays, mais pour aller où? Évidemment, avoir le droit de sortir, mécaniquement, suppose d'avoir le droit d'entrer à quelque part d'autre. Or, vous aurez beau lire dans tous les sens cette déclaration, vous ne trouverez jamais, évidemment, de droit d'entrer dans un autre pays. Donc, je parlais dans le titre de ma présentation ce matin d'un droit de migrer. Ce droit de migrer, clairement, n'est pas énoncé, mais à minima, me semble-t-il, de façon implicite, il existerait, si on est logique, et si on considère que le droit de sortie, mécaniquement, ne peut s'exercer que s'il est complété par un droit d'entrée. Et là, ça soulève des problèmes assez complexes, assez compliqués. On pourrait imaginer, par exemple, quelqu'un qui vit dans un pays qui le laisse partir. Donc, votre propre État vous laisse quitter votre pays, donc vous jouissez du droit de sortir, mais aucun autre État est disposé à vous accueillir, puisqu'il n'y a pas de droit d'entrée. Ce droit d'entrée n'existe pas, ça relève de la souveraineté de chaque État. Et donc, vous auriez le droit de sortir, mais vous n'avez nulle part où aller, donc vous êtes bloqué chez vous. Mais vous ne pouvez pas non plus vous retourner contre votre propre État, puisque votre propre État va vous dire « mais si tu veux partir, vas-y, moi je ne te retiens pas ». Mais vous ne pouvez pas non plus vous retourner contre les autres États qui ne vous accueillent pas, puisque les autres États vont vous dire « c'est ma souveraineté, je décide de ne pas t'accueillir ». Donc, vous êtes complètement bloqué. Et dans une situation comme celle-là, il y a une violation de facto de votre droit de sortie, mais il est absolument impossible de déterminer qui est responsable. On voit très mal quel État serait d'une certaine manière coupable de ne pas avoir respecté votre droit de sortie. C'est une situation qui certes peut paraître un peu ubuesque. Dans la réalité, il est très probable que la plupart d'entre nous, la plupart des habitants sur Terre, auraient éventuellement un autre pays où aller s'ils souhaitent quitter leur pays. D'un autre côté, c'est quand même pas impossible d'envisager des situations de ce genre, avec toute l'extrême complexité que cela pose. Donc il y a plusieurs manières d'interpréter cette situation. Sur le plan strictement de la coopération internationale, il me semble que ça impliquerait que les États devraient, à tout bout de champ, à tout moment, s'assurer que les habitants qui sont chez eux aient au moins un autre pays où aller. Donc de cette manière, il faudrait assurer, ce qui à mes yeux n'existe pas vraiment, mais il faudrait assurer, chaque État devrait s'assurer d'une certaine manière qu'il y a un autre État quelque part prêt à accueillir ses propres citoyens qui souhaiteraient partir. À minima, c'est une forme de coopération dans le domaine des politiques migratoires qui paraît indispensable si vraiment on veut, de façon significative, donner accès aux gens à ce droit de sortie. Sinon, en termes d'interprétation de ce droit, il y a plusieurs manières de voir ça. On peut voir ça comme, d'une certaine manière, une forme de raisonnement illogique ou de forme de raisonnement qui s'est arrêté au milieu du gué, d'une certaine manière. On conçoit l'importance fondamentale de la mobilité, on conçoit l'importance de quitter son pays, mais on s'arrête devant l'obstacle suivant, qui est celui donc de proclamer un droit à aller quelque part. Alors bien sûr, ce droit à aller quelque part existe dans l'article 14, mais exclusivement dans les cas de persécution. L'article 13 est beaucoup plus général, il postule que vous avez le droit de quitter votre pays, peu importe les raisons pour lesquelles vous souhaitez le quitter. Vous pouvez être persécuté ou pas, vous avez le droit de quitter votre pays simplement parce que c'est votre bon plaisir de quitter votre pays. Mais là, évidemment, vous n'entrez pas dans l'article 14 et vous n'avez pas donc le droit de demander l'asile si vous partez juste pour votre bon plaisir. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, le texte ici s'arrêterait de cette manière en chemin et laisserait ouvert la question du droit d'entrée. On peut aussi rappeler le contexte de l'époque. Le contexte de l'époque, la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans l'immédiat après la Deuxième Guerre mondiale. Il faut quand même rappeler ce que l'historien ou le spécialiste d'immigration Aristide Zolberg qualifiait de « exit revolution » tout au long du XXe siècle. Il désignait par là le fait qu'il était courant pour de nombreux États, à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, de contrôler la sortie de leurs propres citoyens. On pouvait par exemple avoir besoin d'un visa de sortie pour quitter son propre pays. Et évidemment, cette pratique-là a couru jusqu'à assez facilement, on peut citer comme jalon important la fin de la guerre froide, la chute des pays communistes qui, eux, comme vous le savez tous, souvent freinaient ou empêchaient l'émigration de leurs propres citoyens. Donc on a une histoire qu'on a un petit peu oubliée aujourd'hui parce que le droit de sortie, c'est heureux et c'est généralisé de façon assez notable, mais on a néanmoins effectivement une histoire
de politiques migratoires qui en fait étaient des politiques d'émigration plus que d'immigration, c'est-à-dire que ce qui était contrôlé, c'était au moins autant la sortie des individus que l'entrée dans un autre État. Donc de ce point de vue-là, notre interprétation, enfin, il faut prendre garde de ne pas être anachronique. Aujourd'hui, on jouit d'une certaine manière du droit de sortie. Ce n'était pas forcément le cas à l'époque où ce droit a été rédigé, et on peut donc considérer que historiquement, ça s'insère dans un contexte tout à fait différent. Par ailleurs, il y a des contextes, un contexte géopolitique, bien évidemment. Déclaration universelle des droits de l'homme, tout au début de la guerre froide, il y avait déjà effectivement d'une certaine manière des craintes sur la mobilité est-ouest, etc. Donc une manière aussi d'une certaine manière d'insister sur cette liberté de sortie dans un contexte est-ouest où elle allait devenir effectivement un marqueur de l'opposition entre les deux camps. Donc effectivement, il y a toute une série de facteurs qu'on peut mettre en avant, mais il y a aussi peut-être un facteur plus fondamental. Beaucoup de théoriciens vous expliqueront que le droit de sortie est fondamental à l'état de droit tout court. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans un pays, vous acceptez implicitement une forme de contrat social, vous acceptez d'être gouverné par un État, avec tous les droits et les devoirs que ça implique, mais comme tout contrat, vous êtes libre de démissionner de cette manière. Vous êtes libre de dire « ça ne me convient pas, je pars ». Si vous êtes obligé de vivre sur les termes de ce contrat, c'est plus un contrat, c'est plus ce que vous êtes, ça devient la contrainte. Et même un État démocratique ne peut pas obliger ses citoyens à dire « reste ici, tu es super bien ici, tu es une démocratie, tu n'as pas le droit de partir ». Ça devient à ce moment-là plus une démocratie. Donc effectivement, la condition sine qua non pour vivre dans un État de droit ou dans une démocratie, c'est que chaque individu ait envie d'y vivre et y reste de par sa propre volonté et puisse partir le cas échéant. Donc évidemment, beaucoup de gens vous argueront que le droit de sortie est fondamental. Sans droit de sortie, vous n'avez simplement pas d'état de droit envisageable, pas d'état de droit possible. Et donc, évidemment, le droit de sortie a toute sa place dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le droit d'entrée, en revanche, est totalement différent. Alors, logiquement, ils sont corrélés, on est bien d'accord, mais le droit d'entrée, sur le plan théorique, est totalement différent, dans la mesure où il suppose l'arrivée de quelqu'un dans un nouveau contrat social, ce qui pose plein de questions très différentes. Et on peut arguer qu'effectivement, un contrat social peut fonctionner, un état de droit peut fonctionner, tout en limitant l'arrivée de nouveaux venus en son sein. Ça n'empêche pas, d'une certaine manière, l'état de droit de fonctionner. On voit bien qu'effectivement, beaucoup de démocraties avancées qui respectent globalement les droits fondamentaux conjuguent ce respect des droits fondamentaux avec des formes de fermeture des frontières. Alors bien sûr, il peut y avoir des tensions entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à la frontière. Néanmoins, sur le principe, il y a une forme de compatibilité. Donc effectivement, de ce point de vue-là, ce droit de sortie pose des questions fondamentales et pose la question clé dans ce domaine-là, à savoir le rapport entre les droits des individus, y compris donc les droits des migrants, et le droit des États, et la souveraineté donc des États. Alors ici, je peux très brièvement peut-être, excusez-moi, remontrer ici deux graphiques intéressants qui montrent d'une certaine manière un peu l'ironie de l'histoire. Vous avez ici à gauche ce qu'on appelle, enfin le concept est un petit peu particulier, mais la quality of nationality. C'est d'une certaine manière les avantages qui découlent de votre passeport. L'idée est assez simple, c'est qu'en fonction du passeport qui est le vôtre, en fonction du pays dans lequel vous êtes né et vous vivez, vous avez un certain nombre d'avantages fondamentaux, en termes d'état social, par exemple, en termes de respect des droits fondamentaux, etc. Et vous constatez sans surprise que les pays occidentaux, et en particulier l'Europe, s'accompagnent d'une valeur élevée de la nationalité, c'est-à-dire effectivement le simple fait d'avoir un passeport européen vous met déjà à l'échelle de la planète dans une situation relativement enviable. D'autres régions du monde sont évidemment beaucoup moins bien loties, c'est toutes celles qui sont en rouge clair ou en rouge foncé. Donc on voit à peu près l'idée. L'idée effectivement c'est quelle est la valeur de votre passeport, à quel droit, à quel bien-être minimal vous donne droit votre passeport. Et à droite, vous avez la puissance de votre passeport en termes notamment de mobilité et de visa. Le calcul ici, c'est de savoir, avec votre passeport, où vous pouvez aller, avec ou sans visa, avec quelle difficulté d'obtenir le visa, etc. Donc, de cette manière, c'est la figure de droite, c'est votre capacité à sortir de votre pays. Donc là aussi, vous constatez que les pays riches, ceux qui sont verts ou vert foncé, ont plus de possibilités de mobilité. C'est-à-dire que le fait d'être détenteur d'un passeport de ces pays-là
vous donne accès à une mobilité plus grande parce que vous allez être moins entravé de votre mobilité internationale, vous aurez moins de difficultés à obtenir un visa, ou alors on ne vous demandera carrément pas de visa, et ainsi de suite. En revanche, beaucoup de pays plus pauvres sont beaucoup plus entravés. On constate qu'ils sont beaucoup plus clairs, ce qui signifie que leurs ressortissants ont toutes les peines du monde à sortir légalement de leur pays. Leur passeport vaut moins, entre guillemets, il est moins puissant, powerful, comme le dit le titre de la figure, etc. Et vous constatez que les deux graphiques, enfin les deux cartes, grosso modo, se superposent, ce qui signifie concrètement que plus vous êtes bien chez vous, plus vous avez le droit de sortir. En revanche, moins vous êtes bien chez vous, moins vous avez le droit de sortir. Donc, malheureusement, le droit de sortie semble s'appliquer d'autant plus que vous avez moins besoin, d'une certaine manière, d'y avoir recours. Plus vous auriez besoin d'avoir le droit de sortie, par exemple, justement, comme vous voyez avec l'article 25, pour exercer votre droit à un travail décent ou un choix de votre emploi, etc., moins vous avez besoin de cette mobilité, plus vous l'avez, d'une certaine manière, et ceux qui, d'une certaine manière, sont moins bien lotis, ont plus de difficultés à quitter leur pays. Donc, effectivement, on a une situation un petit peu, disons, paradoxale, dans la mesure où ce droit de sortie semble être très inégalement réparti. Tous les citoyens du monde ont en principe ce droit de sortie. En pratique, quand on regarde les modalités par lesquelles ils pourraient concrètement exercer ce droit de sortie, on constate que ce droit de sortie est très inégalement réparti. Pour certains, c'est facile de quitter leur pays. Pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile. Alors évidemment, la carte n'épuise pas le sujet est infiniment plus compliqué, mais néanmoins, ça donne une tendance lourde, à savoir qu'effectivement, plus votre passeport vous donne accès à des droits, plus il vous donne aussi le droit de partir. Alors, d'un côté, ce n'est pas surprenant, puisque tous les droits viennent ensemble, d'un point de vue, mais évidemment, le désavantage, c'est pour ceux qui ont un passeport faible, qui ont à la fois moins de droits chez eux et moins de droits de quitter leur propre pays. Donc effectivement, ça nous fait penser, effectivement, ce droit de sortie nous montre très clairement cette tension entre les droits des individus et la souveraineté des États. Et on pense évidemment, alors il y a une très longue littérature, souvent extrêmement complexe sur le sujet, mais on pense à ce célèbre concept d'Hannah Arendt, le droit d'avoir des droits, évidemment, c'est généralement ce concept-là qui est le plus souvent cité lorsqu'on aborde cette question-là. Hannah Arendt, comme vous le savez sans doute, était assez sceptique par rapport à l'émergence des droits de l'homme dans les années 50. Se penchait notamment sur les apatrides, qui étaient très nombreux à l'époque, les réfugiés aussi. Et elle disait, mais c'est bien beau d'avoir des droits universels, mais le problème, c'est que ces droits universels vous sont garantis par un État singulier, spécifique, particulier. Et en conséquence, d'une certaine manière, la question des personnes qui ne vivent pas dans leur propre État est très compliquée, puisque ces gens-là doivent demander à un État qui n'est pas le leur de leur garantir des droits fondamentaux, avec le risque évident que l'État en question dise oui, bien sûr, mais les droits fondamentaux, c'est pour nos citoyens, ce n'est pas pour les étrangers. Et donc, d'un certain point de vue, ces étrangers se retrouvent dans une situation compliquée, puisqu'ils peuvent réclamer leurs propres droits dans leur propre pays, mais comme ils n'y habitent pas, ça n'avance pas beaucoup les choses, et ils peuvent difficilement réclamer les droits fondamentaux dans le pays où ils habitent, puisqu'ils ne sont pas citoyens. Donc, en fait, avant de parler de droits universels, il faut se poser la question, est-ce que j'ai des droits à avoir des droits universels? Et sa réponse était assez pessimiste, à savoir que tant qu'on confie le travail de garantir les droits à des États particuliers, ceux-ci risquent toujours de favoriser leurs propres citoyens au détriment des étrangers, et donc d'annuler par là même le caractère universel des droits fondamentaux. Alors c'est particulièrement évident aujourd'hui quand on regarde par exemple la situation des sans-papiers. Il est presque impossible pour un sans-papier d'exiger des droits de la part d'un État qui ne veut pas qu'il soit sur le territoire. On est dans des situations extrêmement compliquées. Alors on verra par la suite, il y a pas mal de mécanismes qui jusqu'à un certain stade permettent malgré tout à ces individus de réclamer des droits, quand bien même l'acteur principal qui devrait respecter leurs droits ne souhaiterait pas les voir présents, mais on a tout de même des situations très compliquées. Il est presque impossible, par exemple, en pratique, d'expulser de force une personne qui n'a pas le droit de séjour, tout en respectant pleinement ses droits fondamentaux. Enfin, on voit bien tout de suite les situations de violence et que cela implique, et l'extrême difficulté qu'il y a à, disons, concilier d'un côté le traitement souverain d'un individu qui peut être expulsé parce que l'État veut l'expulser, c'est son droit, et le respect des droits fondamentaux de cette personne en question. Bien, donc ça c'était effectivement pour juste introduire un peu le propos.
et mettre en exergue cette tension assez classique, assez évidente entre les droits fondamentaux et la souveraineté des États, avec ce paradoxe qu'un État souverain un État souverain en particulier doit garantir des droits universels. Alors on peut ensuite regarder un peu plus en détail ce qu'il est advenu de tous ces droits fondamentaux. Je reviens ici. Et ici, l'autre page que j'aimerais vous montrer, c'est une page du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, un organe de l'ONU basé à Genève, qui vous présente d'une certaine manière ce qu'on appelle le droit international des droits de l'homme, c'est-à-dire un ensemble de conventions qui, d'une façon générale, ont été conçues pour interpréter plus précisément les droits fondamentaux, puisqu'on a vu que la Déclaration universelle des droits de l'homme est d'une certaine manière très sommaire, elle énonce des droits, mais sans préciser concrètement comment ils doivent être mis en œuvre. Et donc, toutes ces conventions, il y en a 9, ce que le Haut Commissariat aux droits de l'homme appelle ici les principaux instruments des droits de l'homme, il y en a 9, qui, d'une certaine manière, concernent soit des situations spécifiques, par exemple, qui sont particulièrement préjudiciables pour les droits fondamentaux, par exemple la question de la torture, par exemple, de discrimination raciale, ou alors elle concerne des publics spécifiques, des groupes d'individus spécifiques qui sont jugés plus vulnérables. Il y a la Convention relative aux droits de l'enfant, il y en a une sur les droits des femmes, bien évidemment, il y a des conventions plus récentes sur le droit des personnes handicapées, et il y en a une ici, vous la voyez, c'est celle sur la gauche, la deuxième depuis en haut, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles. Donc, effectivement, il y a une grande convention de l'ONU qui a été adoptée en 1990, sur laquelle je vais revenir, et qui, de cette manière, a pour mission d'interpréter les droits fondamentaux, les droits de l'homme, dans le cas spécifique des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Donc effectivement, jusqu'à un certain stade, ce que je disais à l'instant, à savoir que les migrations sont à la fois partout et nulle part dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce n'est pas tout à fait vrai. Dans les faits, par la suite, on s'est rendu compte du flou qui entourait la situation des personnes migrantes et on a pris la peine de produire un long traité de plusieurs dizaines de pages qui énonce avec précision les droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Alors ici, pour comprendre d'où vient ce traité, il faut remonter un peu dans le temps. Il faut remonter carrément au traité de Versailles, en 1919, c'est-à-dire qu'il y a plus d'un siècle. Donc ici, vous avez un extrait d'un article, le 427 du traité de Versailles. Alors, ce n'est pas la lecture la plus distrayante qui soit, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que le traité de Versailles, comme vous le savez peut-être, bien sûr, clôt l'épisode de la Première Guerre mondiale, mais aussi fonde la Société des Nations et fonde aussi la création de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, une organisation qui existe encore, qui est toujours basée à Genève et qui, d'une certaine manière, est la seule agence créée à l'époque du traité de Versailles qui a survécu au fiasco de la Société des Nations et qui existe encore aujourd'hui et qui donc d'une certaine manière est antérieure à la création des Nations Unies. Aujourd'hui, elle fait partie du système des Nations Unies, mais elle précède très largement l'ONU. L'ONU a été créée à la fin des années 40, après la Deuxième Guerre mondiale. L'OIT, en revanche, a été créée en 1919 avec le traité de Versailles. Donc, que dit notamment cet article 427 ? Il est intéressant de voir le tout début, qui, de façon assez, disons, intéressante, reconnaissent que le bien-être physique, moral et intellectuel des travailleurs salariés est d'une importance essentielle au point de vue international. Donc l'idée ici est assez simple, mais elle est assez porteuse. Elle consiste à dire que la paix, c'est bien sûr une question de géopolitique, c'est une question de diplomatie, c'est la question qui occupe la Société des Nations. Les États doivent discuter, s'entendre et prévenir le conflit. Ils échoueront, comme chacun sait, avec la Société des Nations. Mais la paix, ce n'est pas seulement ça, c'est aussi, de cette manière, lié au bien-être des individus, au bien-être physique, moral et intellectuel des travailleurs. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, il faut que chacun ait un travail, un salaire, une vie décente. Et cette situation-là évitera les conflits, les ressentiments, la haine du voisin, les nationalismes, etc. et contribuera donc
à la paix, de la même manière que les accords géopolitiques ou diplomatiques entre États peuvent aussi prévenir les conflits. Donc, l'OIT est créée dans cette perspective-là. L'idée, c'est d'avoir d'une certaine manière une forme de paix sociale qui accompagne la paix géopolitique, la paix politique entre États. Et il y a toute une série de principes fondamentaux. L'article 8 dans le texte de droite est particulièrement important. Les règles édictées dans chaque pays au sujet des conditions de travail devront assurer un traitement économique équitable à tous les travailleurs résidant légalement dans le pays. Donc là, de façon déjà assez explicite, se pose la question des travailleurs migrants. Donc c'est important de le rappeler. En 1919, on sort d'une période qu'on appelle parfois la première mondialisation, fin du 19e siècle, à partir de 1880 approximativement, jusqu'à la Première Guerre mondiale, jusqu'en 1914, période de très forte mobilité, notamment vers le Nouveau Monde, période d'échanges internationaux très important. Et donc, de ce point de vue, la question des migrations, et notamment de l'impact des migrations de travail, est déjà une question extrêmement importante. Donc ça invite à nuancer ce qu'on entend parfois dire aujourd'hui, l'immigration serait d'une certaine manière une des caractéristiques de notre époque. Oui et non. Il y a un siècle déjà, les rédacteurs du traité de Versailles savaient déjà que l'immigration de travail pouvait poser un certain nombre de problèmes. Et le principe, le sous-jacent à cet article 8, c'est cette idée donc d'égalité entre travailleurs nationaux et travailleurs étrangers, puisque évidemment les mots résidant légalement dans le pays sous-entend qu'il puisse s'agir d'étrangers. Mais ces étrangers, s'ils résident légalement dans le pays, devraient avoir accès aux mêmes conditions de travail et au même traitement que les nationaux. Alors, pour comprendre d'où vient cette idée, il faut savoir que l'OIT, en tant qu'organisation internationale du travail, est une organisation qu'on qualifie à l'ONU de tripartite. Alors, juste pour expliquer ce que c'est, la plupart des agences de l'ONU sont des organisations intergouvernementales, c'est-à-dire que ce sont les États qui décident. Les États sont membres de l'organisation, financent et prennent les décisions. L'OIT est un petit peu différent, à une organisation tripartite dans laquelle les États sont représentés, mais les syndicats et les associations d'employeurs sont également représentés. C'est ce qui fait l'originalité de cette organisation, c'est cohérent par rapport à son mandat de protection des travailleurs, et ça fait écho donc à un très vieux sujet de réflexion pour les syndicats, ce qu'on pourrait appeler le dumping, c'est-à-dire le fait que l'immigration de travail souvent s'accompagne d'une mise en concurrence des migrants et des nationaux, mise en concurrence qui est négative, nuisible pour l'ensemble des travailleurs, puisqu'évidemment les employeurs jouent sur cette concurrence pour affaiblir le bien-être des travailleurs nationaux. C'est un sujet qui a traversé le siècle sans être profondément modifié et qui était déjà tout à fait clair dans la tête des rédacteurs du traité de Versailles, qui répondent en disant en fait, la solution la plus simple, c'est de garantir l'égalité de traitement. Si vous garantissez l'égalité de traitement, il n'y a plus de concurrence en théorie possible entre nationaux et étrangers. Donc vous avez effectivement cette idée très ancienne qui date d'il y a bien longtemps et qui effectivement nous invite effectivement à voir que ces questions-là sont des questions très anciennes auxquelles les États et d'autres acteurs comme les syndicats ont répondu, y compris dans des documents importants comme le traité de Versailles, il y a déjà plus d'un siècle. Donc ensuite, l'OIT reçoit donc ce mandat de protection des travailleurs étrangers, migrants, y compris lorsqu'ils sont dans un pays autre que le leur. Et c'est le principe des organisations, une fois que vous leur donnez ce mandat, eh ben, elles vont continuer d'une certaine manière à le mettre en œuvre d'une manière ou d'une autre. On peut notamment citer c'est une copie du site web du ILO, International Labour Office, l'OIT, l'Organisation internationale du travail, avec les deux principales conventions de l'OIT sur le sujet. Et donc, vous constatez qu'effectivement, il y en a deux, une de 1949 et une de 1975. Vous avez ici un certain nombre de principes fondamentaux qui sont énoncés. Vous avez donc cette égalité de traitement, vous avez la question des droits sociaux, vous avez la question du regroupement familial, vous avez la question du transfert d'argent. C'est un sujet tout à fait actuel, mais l'argent que les migrants envoient dans leur pays d'origine, le fait qu'ils doivent avoir le droit d'envoyer ces sommes d'argent, la question de l'éducation des enfants. Et puis, il y a des points qui restent extrêmement d'actualité. Le droit de se syndiquer, par exemple, c'est un enjeu majeur dans un très grand nombre de pays. L'accès des travailleurs étrangers aux syndicats
et à la protection accordée par les syndicats n'est pas partout garantie, loin de là. Pareil avec la confiscation des documents d'identité. Ça aussi, c'est quelque chose dont on a abondamment parlé, notamment en cette période où le Qatar fait l'objet de beaucoup d'attention. Les travailleurs migrants dans ce pays, très souvent, effectivement, se voient confisquer leurs documents d'identité, ce qui les prive d'un droit fondamental, le droit de sortie, précisément, comme on l'a vu. Et puis, ça leur prive, effectivement, de toute une série d'autres droits fondamentaux. Donc, effectivement, l'OIT a très tôt énoncé ces droits-là. Il n'y a pas eu de convention depuis 1975, mais il y a eu d'autres travaux intéressants. Enfin, c'est un petit peu au dehors de mon sujet, mais par exemple, en 2011, il n'y a pas si longtemps, il y a une dizaine d'années, l'OIT a adopté une convention sur les travailleuses et travailleurs domestiques. Alors, ce n'est pas spécifiquement sur les migrants, sur les travailleurs migrants, mais c'est sur le travail domestique. Et effectivement, dans un très grand nombre de pays du monde, le travail domestique est un secteur où les travailleurs étrangers sont surreprésentés. Et ça a été largement considéré comme une assez grande avancée, le fait d'établir des standards dans des secteurs qui, même dans les pays les plus avancés, sont souvent très peu régulés. Et dans les faits, effectivement, c'est un traité qui, même s'il n'est pas spécifique aux migrations, concerne largement les travailleurs migrants. Et donc, concrètement, je rebascule. Vous avez ici, donc toujours sur le site du Haut Commissariat aux droits de l'homme, le texte de la Convention. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, alors là c'est toute une histoire un petit peu compliquée, mais l'ONU a décidé de reprendre d'une certaine manière le travail de l'OIT pour en faire une convention de droits de l'homme, mais non pas de convention du droit du travail. Alors c'est une distinction, disons, un petit peu... pas forcément évidente au premier abord, mais l'ONU, de cette manière, a choisi de transformer les outils un peu techniques de l'OIT en une grande convention des droits de l'homme, et a adopté en 1990 cette convention. Et peut-être, alors bon, je ne vais pas vous la lire parce qu'elle est extrêmement longue, mais vous avez un point important, notamment la troisième partie. Alors je vais juste mentionner le titre de la troisième et de la quatrième partie. La troisième partie s'intitule donc « Les droits de l'homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ». C'est donc, alors vous avez une longue liste d'articles qui détaillent tous ces droits. Et la quatrième partie s'intitule « Autres droits des travailleurs migrants et des membres de la famille qui sont pourvus de documents ou en situation irrégulière », ce qui logiquement conduit à penser que la partie 3 qui précède concerne tous les migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière. Et on considère en général, alors là je ne suis pas un spécialiste du droit international du travail ou du droit international, mais que c'est la première fois ou une des fois où effectivement, de façon explicite, la situation des migrants en situation irrégulière est reconnue et où on leur accorde des droits de façon explicite, pas simplement en disant tout le monde y a droit ou tous les travailleurs migrants y ont droit, ce qui laisse toujours de cette manière une marge d'interprétation. Est-ce que c'est tout le monde au sens de vraiment tout le monde ou est-ce que c'est tout le monde au sens de seulement les réguliers versus les irréguliers? Là, de façon explicite, la rédaction du texte permet de clarifier ce point et d'expliciter le fait que, y compris les migrants en situation irrégulière, sont concernés par cette convention, même s'ils n'ont droit qu'aux droits de la troisième partie et pas à ceux qui sont dans la quatrième partie, qui sont des droits supplémentaires pour ceux, de cette manière, qui sont en situation régulière. Donc, effectivement, on a tout un texte qui a été élaboré ici, et ce qui, effectivement, ce qu'on peut ensuite regarder, c'est qu'est-ce qu'il est advenu de ce texte, puisqu'il a été adopté donc, en 1990 par les Nations Unies. Et ensuite, alors c'est le principe avec le droit international, avec ces conventions, c'est-à-dire que l'ONU adopte le texte, en général l'Assemblée générale, et ensuite ce sont aux États de le ratifier, comme on dit, c'est-à-dire de transformer ce texte, c'est-à-dire de le ratifier par le Parlement, et donc de faire que ce texte, par la ratification, s'applique sur leur propre territoire. Et là, malheureusement, comme vous pouvez peut-être s'y attendre, on constate que la plupart des États n'ont pas ratifié cette convention. Les États en orange ont pris « no action », comme on dit pudiquement à l'ONU, c'est-à-dire qu'en fait, elles ne veulent pas ratifier cette convention. Et vous constatez que, d'un certain point de vue, cette convention est une convention des pays d'émigration principalement, c'est-à-dire des pays d'origine des migrants. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire. Quand on regarde la manière dont c'est
dérouler les négociations en amont de ce texte, on voit que ce sont des pays comme le Mexique, le Maroc et les Philippines qui ont joué un rôle clé. Et ces pays, d'une certaine manière, avaient évidemment un objectif politique. Leur objectif était, d'une certaine manière, de protéger leurs citoyens à l'étranger en s'adossant à des normes internationales qui leur permettraient de dire les Marocains à l'étranger doivent jouir des droits de tous les travailleurs migrants tels qu'énoncés par l'ONU. Une convention de l'ONU donne une légitimité, d'une certaine manière, aux efforts des pays d'origine pour protéger leurs citoyens à l'étranger. Et les Philippines, le Maroc et le Mexique ont pour point commun d'avoir des grandes diasporas, c'est-à-dire des grandes communautés de personnes qui travaillent, de citoyens qui travaillent en dehors de leur pays. Et évidemment, c'est très difficile de protéger ces individus, puisque ces individus vivent dans un autre pays et dépendent donc de l'État où ils habitent. De ce point de vue-là, leur objectif, avec une convention de l'ONU, était de disposer d'un texte universel, avec une forte légitimité liée justement à son statut de convention internationale de l'ONU, qui leur aurait permis de mettre la pression sur les pays de destination. Dans les faits, ces pays-là ont très rapidement ratifié la Convention. Plusieurs États africains l'ont aussi fait, mais les pays d'immigration n'ont jamais suivi. Les pays d'immigration, de cette manière, ont, comme je le disais au début de ma présentation, clairement exprimé l'idée que ce qui relève du traitement des travailleurs migrants, c'est leur travail d'État souverain, ce n'est pas le travail de l'ONU d'édicter des normes dans ce domaine-là. Et ils ont donc refusé de ratifier ce texte, qui donc est un traité parfois on parle d'un traité du G77, pour reprendre cette organisation qui rassemble des pays moins développés, avec peut-être l'exception des pays d'Amérique latine, qui ont une histoire plus compliquée, puisque ce sont aujourd'hui des pays d'émigration, très largement, mais qui, historiquement, bien sûr, ont été des pays d'immigration, et qui donc, de cette manière, ont une espèce de double expérience qui font qu'ils ont été assez tôt, assez favorables aux efforts de l'ONU en la matière. Mais sinon, très clairement, on voit que c'est une convention qui est, poussée exclusivement par les pays du Sud. C'est intéressant puisqu'on parlait justement de ce rapport entre droits fondamentaux et souveraineté. L'idée que, d'une certaine manière, les droits fondamentaux, il y a toujours implicitement l'idée que c'est que pour les citoyens. D'une certaine manière, ça se vérifie ici, sauf que ça se vérifie dans un contexte transnational. De cette manière, l'État marocain ou le Mexique ou les Philippines ratifient cette convention, non pas parce qu'ils souhaitent protéger les migrants sur leur propre territoire. Ça, concrètement, empiriquement, on constate qu'ils n'appliquent pas forcément la convention à leurs propres migrants, notamment le Maroc, qui depuis 1990 est devenu très largement un pays de transit, un pays d'immigration. Idem pour le Mexique avec les migrants d'Amérique centrale. À l'époque, lorsqu'ils ont ratifié le texte, c'était quand même surtout des pays d'immigration. Et donc, leur idée, c'était de protéger leurs propres citoyens, sauf que leurs propres citoyens sont donc à l'étranger, et ils avaient besoin donc d'un traité international pour établir une forme de protection transnationale de leurs citoyens à l'étranger. Ils n'avaient jamais tellement réfléchi au fait que peut-être un jour, ils deviendraient eux-mêmes des pays d'immigration, et devraient, en théorie du moins, appliquer cette convention à leurs propres migrants, ce qui, dans les faits, est très difficile, ne se fait pas. Donc, néanmoins, cette situation-là est relativement, étonnante pour plusieurs raisons. On peut en citer en tout cas deux raisons. La première, c'est qu'en général, les pays du Nord sont un peu les champions des droits de l'homme. Si vous allez à l'ONU, vous constatez qu'une bonne partie des efforts en la matière sont financés et soutenus politiquement par les pays du Nord, qui traditionnellement se voient comme des pays qui appliquent les droits de l'homme, versus des pays moins développés qui auraient encore des difficultés à les appliquer. Et en général, effectivement, ce sont les pays du Nord qui disent « Allez, il faut que vous respectiez les droits de l'homme aux pays du Sud ». Lorsqu'il s'agit de droits des migrants, la logique s'inverse. Ce sont les pays du Sud qui, de cette manière, disent « Allez, les pays du Nord, il faut que vous respectiez les droits des travailleurs migrants ». Donc, effectivement, tout à coup, on a une espèce d'inversion du schéma classique de la diplomatie des droits de l'homme qui, en général, donne la part belle aux pays du Nord. Par ailleurs, la deuxième raison pour laquelle cette situation est tout de même un petit peu étonnante, c'est que si on réfléchit, toutes les conventions, ces conventions principales des droits de l'homme, ne visent d'une certaine manière qu'à affiner la mise en œuvre de principes fondamentaux qui existent déjà dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et qui existent déjà dans les autres conventions. Et d'ailleurs, je pourrais vous montrer, mais je n'ai pas le temps, mais toutes les cartes, puisque vous trouvez facilement sur le site du Haut-Commissariat des droits de l'homme la carte équivalente pour toutes les conventions. La plupart de ces conventions sont très largement ratifiées. Il y a beaucoup de conventions qui ont été ratifiées par pratiquement tous les pays du monde. Donc la carte est uniformément bleu, à une ou deux exceptions près. C'est de loin, j'ai un petit tableau ici d'ailleurs,
qui vous permet de faire une comparaison. Vous avez toutes les conventions, leur date, quand elles ont été adoptées par l'ONU, et le nombre d'États parties. Et vous constatez qu'avec 58 États parties, presque exclusivement au sud, la Convention sur les migrants est de loin le parent pauvre. Même la toute dernière convention de 2006 a déjà plus d'États parties, alors qu'elle a été adoptée 26 ans plus tard que celle des travailleurs migrants. Mais en même temps, en toute logique, et toujours dans la logique universelle des droits de l'homme, tous les autres traités s'appliquent également aux migrants, parce que ce sont des traités qui concernent l'ensemble des êtres humains, traités de droit international des droits de l'homme. Et donc, dans ce point de vue, les juristes qui ont travaillé vraiment spécifiquement sur cette question-là ont conclu que le plus souvent, le droit actuel tel qu'il existe déjà dans les pays européens, par exemple, est à 95% compatible avec la Convention de l'ONU. Donc, d'un point de vue strictement juridique, il n'y aurait pas vraiment de difficulté à ratifier ce traité, puisque, d'un certain point de vue, il ne fait que renforcer des articles de droit, des provisions qui existent déjà dans le droit national et dans les autres traités internationaux qui ont déjà été ratifiés par les pays européens, par exemple. Donc, d'un certain point de vue, d'un point de vue strictement juridique, il est difficile de trouver des obstacles de taille à la ratification. On peut mentionner quelques tendances. Je conclus dans 2 minutes. Une première tendance, c'est d'une certaine manière la hiérarchisation que tous les États ou que les marchés font entre migrants, notamment entre migrants qualifiés et non qualifiés. La segmentation du marché du travail, la Convention prévoit qu'on accorde des droits à tous les travailleurs migrants, alors que bien évidemment la plupart des États privilégient les migrants qualifiés aux migrants non qualifiés, etc. De ce point de vue-là, la Convention n'est pas vraiment un traité compatible avec une condition un petit peu post-industrielle ou post-fordiste, dans lequel, d'une certaine manière, des secteurs sous-protégés se mettent en place. Et par ailleurs, d'un point de vue strictement politique, les États ne souhaitent pas devoir rendre des comptes, puisque lorsque vous ratifiez, vous êtes censé ensuite faire participer à des formes de monitoring dans lesquelles vous expliquez aux autres États comment vous avez mis en œuvre la Convention. Ça pourrait exposer d'une certaine manière un certain nombre de fragilités. Alors pour terminer très rapidement, pour montrer d'une certaine manière l'impopularité de ce sujet, je vous montre très rapidement un des textes importants, un article très important de l'ONU aujourd'hui sur la question des migrations, les objectifs du développement durable. Je ne vais pas mentionner en détail de quoi il s'agit, mais c'est comme les objectifs du millénaire, sauf après les objectifs du millénaire, donc c'est adopté en 2015, à l'horizon 2030, et vous avez le fameux objectif, fameux pour les spécialistes d'immigration, l'objectif 10.7, que je montre ici, qui parle de migration de façon ordonnée, sans danger, régulière et responsable. Tout est dit sauf les droits. D'une certaine manière, ça fait écho à ce qu'on a entendu tout à l'heure, on ne veut plus protéger les droits des migrants, on veut juste que les migrations soient sans danger pour les migrants. Et pour conclure, le fameux pacte mondial, ou pacte de Marrakech, qui a été adopté en 2018, donc assez récemment, là aussi, parle de migration sûre, ordonnée et régulière. Le terme de sûr ou de sans danger, d'une certaine manière, est une espèce d'euphémisme pour les droits. On ne veut plus, d'une certaine manière, protéger les droits des migrants, on veut juste s'assurer, ça fait écho à ce qu'on entendait, que, d'une certaine manière, leur corps est protégé, ils ne sont pas mis en danger par la migration, mais évidemment, c'est un langage qui est très, très éloigné du langage des droits fondamentaux. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vais m'arrêter là.